Et c'est reparti pour l'interview de Dadik, la deuxième fois. Laetitia, deuxième. Alors, Dadik, aujourd'hui on va parler de ta carrière professionnelle. Chouette. Donc on sait que tu as commencé à travailler à 17 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes aventures professionnelles ? Certainement. Bon, effectivement, j'ai été embauché à 17 ans comme apprenti. Et j'ai eu la chance de tomber sur l'étalagiste en place, un Hongrois, qui avait un talent tout à fait exceptionnel. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'a évidemment pris tout de suite avec beaucoup de sympathie, un peu comme son fils, en vraiment voulant m'apprendre réellement le métier et me parlant un peu comme un fils plutôt que d'une façon dégagée. Donc c'était en 1947. Il avait un contrat qui devait finir pas à la fin de cette année-là, mais à la suivante. Donc on avait 1 an et demi devant nous. Et lui-même avait fixé l'objectif en disant, à mon départ, à 1 an et demi, il faut que ça soit toi qui me succède. Donc au bout d'1 an et demi, alors cette année était passée à apprendre beaucoup de choses, à faire déjà pas mal de vitrines. Au bout d'1 an et demi, donc j'ai pris la suite et j'étais très satisfait parce que pour moi c'était tout à fait passionnant et sécurisant de continuer à un endroit où je connaissais déjà bien la maison. Et alors là, il y a une petite anecdote. Au bout de quelques mois quand même, je me suis aperçu que sur ma fiche de paye, il y avait marqué aide étalagiste et que j'étais tout seul et que mon salaire n'avait pas varié. Donc, prenant mon courage à 2 mains, j'avais traversé l'avenue, puisque les bureaux étaient en face. Je me rappelle que Bouchara était boulevard Haussmann, entre le Printemps et la Lafayette. Donc, quand j'ai été le voir, il a tout de suite dit, oui, effectivement, c'est normal, t'es plus aide étalagiste, tu as la fonction d'étalagiste. Et il m'a demandé, et alors, ton salaire, t'es pas satisfait, combien voudrais-tu gagner? Sa question m'a un peu surprise, et j'ai répondu, j'aurais gagné le double. Il m'a dit, tout à fait d'accord. Donc il a pris le téléphone, il a demandé que le préposé qui était à l'étage au-dessus descende pour rédiger un nouveau contrat. Donc on a rédigé un nouveau contrat où j'étais étalagiste pour un salaire de 5000 francs. Bien, je suis redescendu très satisfait. Et à la fin du mois, en regardant ma fiche de salaire, quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que j'avais pas 5000 francs, mais 3700 quelque chose, enfin un chiffre qui bien sûr tenait compte de la déduction de tous les frais annexes classiques, les charges sociales. Donc je suis remonté aussitôt, et j'ai eu la chance qu'il soit là et qu'il soit toujours son bureau ouvert, et il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Je lui ai dit, voilà, vous m'aviez promis telle somme. Oui, il dit, effectivement, il y a les charges sociales, et moi, je lui dis, oui, mais enfin, moi, je croyais que c'était 5000 francs. Il m'a dit, bon, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, il a repris le téléphone, et il a demandé à la même personne qu'elle descende pour rédiger un nouveau contrat. Et la personne qui est descendue, c'était un homme, un jeune homme de 20-30 années, habillé d'une façon très stricte, en bleu marine, très HEC, très sûr de lui. Mais enfin, monsieur, vous savez bien que c'est normal, il y a la déduction, il y a une différence entre le salaire, le fixe et la somme que l'on gagne. Et lui, calmement, répondant, c'est pas ça, je lui ai promis
cette somme-là, je veux qu'il touche cette somme-là. Vous allez donc calculer quel fixe il faut qu'il ait, que de façon à ce qu'avec les déductions de charges sociales, il touche effectivement 5 000 francs. Donc l'homme est parti avec un air très hautain refaire ce calcul, et effectivement, ça, quand il est redescendu, on avait un contrat, et donc il m'a dit donc ça va, t'es d'accord? Je lui ai dit oui, bien sûr, merci. Bon, continue, parce qu'on est très satisfait de ton travail. Donc à partir de ce moment-là, j'étais étalagiste, et au bout de 2-3 ans, donc je crois que c'était dans les années 49 ou 50, le magasin était en pleine expansion, puisque c'était le plus grand magasin de tissus d'Europe, mais il ouvrait des succursales, avenue des Ternes, place de la République, rue de Vaugirard, au pied du Sacré-Cœur, avec un nom différent, les tissus Rennes, mais moi j'avais de plus en plus de mal à suivre, parce que ça faisait beaucoup de vitrines, beaucoup d'affichage, un travail qui était passionnant et très formateur pour moi, mais enfin je commençais à me poser des questions. À un moment donné, je vais avoir du mal à suivre. Donc j'ai commencé à me renseigner comment ça fonctionnait dans les grands magasins, et je me suis aperçu que la formule des grands magasins me convenait pas du tout, puisqu'elle était, d'abord, premièrement, il n'y avait pas véritablement de chef étalagiste en titre, c'était noyé dans décorateur ou agencement de magasin, enfin bref, et que ça dépendait en réalité de il y avait des côtés un côté vertical, il y avait la menuiserie, il y avait la peinture, il y avait ceux qui entretenaient les mannequins, il y avait ceux qui réalisaient la vitrine elle-même, et l'étiquettiste, c'est celui qui faisait la confection de vitrine, ce qui fait qu'il y avait absolument aucun esprit d'équipe, et chacun se rejetait toujours la balle. Le peintre ne commençait que si l'électricien était passé, l'électricien voulait pas commencer tant que la peinture n'était pas faite. Celui qui faisait la vitrine, il dit mais comment voulez-vous que je fasse une vitrine avec ce matériel-là? Ils ont rien compris. Les mannequins avaient une main cassée. Enfin bref, ça fonctionnait pas. Donc moi, j'étais toujours parti sur la base d'une équipe qui prenne en charge la réalisation complète de la vitrine, de la conception à sa réalisation sur le terrain et à sa fabrication en atelier. Compte tenu déjà du nombre de succursales qu'il y avait, de temps en temps certaines ouvertures de magasins à l'étranger, à Bordeaux particulièrement, j'avais commencé dans ma tête à mettre un plan d'une entreprise qui représenterait environ 8 personnes. Donc au début ça leur a paru difficile, un peu disproportionné, puis en discutant, parce qu'il fallait effectivement aussi trouver des locaux qui soient relativement près du magasin de Boulevard Haussmann, et la discussion s'est quand même un petit peu éternisée, donc les mois passés sans que je voie d'amélioration dans mes conditions de travail. Donc finalement, à un moment, j'avais essayé de voir s'il était possible que je puisse travailler un petit peu à l'extérieur en plus, mais je me suis aperçu que je représentais les mêmes problèmes que si c'était pas moi qui m'occupais de tout, et c'est pas une bonne façon de fonctionner. Donc finalement, au bout d'un moment, je crois dans les années 49 ou 50 à peu près, on est tombé d'accord sur que j'ai le rôle de chef étalagiste, enfin la fonction de chef étalagiste, ce qui était important parce qu'à partir de ce moment-là, étant à la tête de plusieurs personnes, j'étais cadre. Donc j'ai commencé à cotiser comme cadre à cette époque-là. Donc parmi les 8 personnes que j'avais engagées, il y avait 2 personnes qui étaient
très compétentes, dont un qui avait une douzaine d'années de plus que moi, qui avait l'expérience à peu près équivalente à la mienne. Il était dans un ancien grand magasin de tissus qui avait fait faillite. Et l'autre personne était un peintre en lettres très expert dans la sérigraphie, chose que je voulais développer car ça nous permettait de faire beaucoup plus facilement un plus grand nombre de pancartes, par exemple, ou de motifs, et que ça nous ouvrait des perspectives, car on pouvait faire des créations de motifs, de décoratifs, qu'il était possible de faire en sérigraphie en 1 heure ou 2 à une centaine d'exemplaires, tandis qu'à la main, c'était très difficile. Donc ce système a bien fonctionné, mais c'était quand même déjà une évolution à mon travail d'étalagiste pur, car j'avais la responsabilité de gérer un personnel, en plus des 2 autres personnes, 5 ou 6, ce qu'on appelait des grouillots à l'époque, c'est-à-dire des jeunes débutants dans un peu de la peinture ou dans quelques talents de menuisier, qui eux étaient ravis de trouver un travail avec un petit salaire peut-être, mais avec très liberté de temps et d'expression. Ils envisageaient, eux, de faire des carrières de peintres, de véritables peintres, en exposant leurs œuvres. Donc ça a très bien fonctionné pendant quelques années, jusque j'arrive à environ 15 ans de présence chez Bouchara. Et là, j'ai été contacté par le groupe Boussac, qui à l'époque voulait que je fasse la même chose dans les magasins à la Toile d'Avion de Paris. Il y avait plusieurs magasins aux Champs-Élysées, Gérald Leclerc, au Dumail, avenue Niel. Mais dès que j'ai été voir ces magasins, j'ai été horrifié par l'aspect vieillot des magasins, le style de vente. Je suis reparti en courant en disant pas question, les magasins Bouchara sont beaucoup plus agréables. Et puis en plus de ça, j'étais considéré un peu comme l'ami de la famille. J'étais ami avec les enfants, on échangeait nos appareils photo quelquefois. L'ambiance était très, très décontractée. Paternalisme que personnellement j'appréciais beaucoup. Et puis Boussac est revenu à la charge une fois, j'ai toujours don, 2 fois, puis là en me faisant des promesses de salaire qui étaient vraiment très intéressantes. Alors à ce moment-là, vraiment, j'ai vraiment eu un problème difficile à solutionner. Je me disais que c'était peut-être le temps d'évoluer, car chez Bouchara, il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, un certain niveau de fonction, si on ne faisait pas partie de la famille, si on n'était pas le cousin, le gendre, il y avait un plafond de verre, quoi, que certainement je n'obtiendrais pas les mêmes possibilités que je répondais dans les possibilités qu'il y avait dans le groupe Boussac, qui est quand même un groupe d'une très forte présence en France. Donc finalement, j'ai franchi le pas et je me suis retrouvé chez Boussac. Et rapidement, la personne qui s'occupait du service publicité, mais c'était une façon assez vague, car c'était là aussi le frère du gendre de Marcel Boussac. Il avait vraiment pas de notion de ce qu'était l'étalage ou la publicité. Et ils avaient dans l'air, comme il y avait 5 grandes marques, les imprimables Blisan, Dior, les tissus Romanex, les tissus Jalac, plus bien sûr la Toile d'Avion. Ils avaient toujours eu dans l'idée d'essayer de rassembler des personnes diverses qui étaient dans divers magasins, de pouvoir les rassembler pour faire quelque chose de cohérent. Et dans une réunion avec le directeur général du holding comptoir de l'industrie cotonnière et de la personne qui m'avait contacté pour la Toile d'Avion, on m'a dit l'idéal évidemment ça serait pouvoir de faire un service comme vous aviez, mais au niveau de la France et en englobant toutes les marques qui ont des spécificités différentes. Et à leur grande surprise, j'ai dit non, moi je suis tout à fait d'accord pour
le faire, c'est possible. Et alors, le directeur général avait un petit sourire, il dit, mais enfin, vous vous rendez compte de la charge de travail que ça représente? Je lui dis, oui, bien sûr, mais c'est mon métier, et c'est un challenge formidable, c'est passionnant, donc je suis tout à fait d'accord à accepter. Et j'ai accepté. Et je ne l'ai jamais regretté, d'autant plus que, bon, là, effectivement, quand même, les conditions étaient quand même, là aussi, quand même, supérieures. Donc, je me suis lancé dans l'organisation d'un service en rassemblant les personnes qu'il y avait dans divers services, à droite, à gauche, pour un plan de faire 2000 vitrines par an dans une assiette de distribution sélectionnée, mais dans toute la France, avec un atelier central, rue des Jeuneurs, quartier de la Bourse, où j'aurais en charge la conception des matériels, la fabrication, la mise en place, la livraison en faisant appel au CERNAM ou des entreprises de transport comme Publitrans, où un des amis de M. Lacroix travaillait, et d'aller sur place surveiller la mise en place de ce programme. Du coup, quel a été le nom de ton poste à cette période-là? Pardon? Le nom de ton poste à cette période-là? Alors là, c'était effectivement chef du service étalage, quoi. Donc c'était un palier supplémentaire dans la qualification. Et assez vite, j'ai eu l'occasion de pouvoir un peu aller voir à l'étranger aussi ce qu'ils faisaient, en Suisse ou en Allemagne, où il y avait un niveau de qualité bien supérieur à celui qui était en France. Mais c'était une très lourde charge, et c'était vraiment là un tournant décisif, car il fallait que j'ai un budget précis sur l'année, comprenant aussi bien les salaires, les déplacements, l'aménagement d'ateliers, la gestion de personnel, et mon emploi du temps qui nécessitait, pour que faire le travail comme je souhaitais le faire, et d'avoir la relation que je souhaitais avoir avec les personnes qui étaient sur place, qui quelquefois n'avaient jamais vu quelqu'un du siège. Ça me prenait 1 jour, voire même 2 jours par semaine de déplacement dans la France. Enfin, c'était une autre dimension. Mais c'était des déplacements à peu près 2 jours par semaine, un en train, mais à 7h du matin, rentrer à 2h du matin, en voiture. Il y a une année, j'ai fait 50 000 km dans une année en voiture. Et aller sur place voir des gens que je connaissais pas. Donc, gérer comme une entreprise, et gérer du personnel. Et j'avais aucune formation. Et gérer un budget énorme. Et tout en ménageant ma vie familiale, puisque on venait, Philippe était en naissance. Et là, je me rends compte que c'est là que j'en parle surtout, parce que peut-être que dans la famille, à ce moment-là, Monique, qui était extraordinaire, parce qu'on s'entendait très très bien sur ce plan-là, elle s'est retrouvée à gérer tous les côtés de banque, de la gestion familiale, en dehors des questions importantes comme l'assurance vie, enfin, ou d'acheter une voiture. Hein. Enfin, tout le train-train journalier, mais faire le repas, l'éducation des enfants, aller aux réunions de parents d'élèves, que moi j'étais impossible de faire. Hein. Il y a plusieurs jours par semaine où je partais à 7h du matin, je rentrais à minuit ou 10h du soir. Et c'est là que Monique a été extraordinaire. Hein. Philippe et Gilles particulièrement, et Dominique, c'est grâce à Monique. Moi, je n'aurais pas pu le faire. J'avais pas la possibilité avec une femme une autre femme qui n'aurait pas pris en charge ce suivi de l'éducation. C'est à Monique qu'ils le doivent. Faut le dire. Mais à partir de ce moment-là, c'était un travail qui m'a passionné, parce que il n'existe pas
n'a jamais existé de service équivalent en France. Donc j'avais pas de point de repère, quoi. Et il fallait que je me déplace. Et c'est là que j'ai découvert la France. Donc ça fonctionnait bien et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de faire un métier qui me passionnait, même s'il était contraignant. C'était pas 30 ou 40 heures de travail, surtout si en plus je comptais les déplacements. Et même, bon, financièrement, effectivement, il y avait quand même toujours un petit peu le handicap que un service comme moi, l'étalage, on était toujours un peu considérés comme des gens, un petit peu artistes, mais pas vraiment au courant des réalités concrètes du fonctionnement financier d'une entreprise. Pour résumer, on était représentés des gens qui coûtaient de l'argent et qui n'en rapportaient pas pour vis-à-vis des commerciaux, et qui pouvaient eux beaucoup plus justifier d'une augmentation de leur chiffre d'affaires, tandis que moi j'avais du mal à justifier. Il y avait pas, c'était un service unique en France. On n'avait pas d'autres, il n'y a pas d'autres services qui existaient en France équivalents, donc il n'y avait pas de comparaison possible. Et puis est arrivé le drame qu'on a vu venir 1, 2, 3 ans à l'avance, où finalement les affaires périclitaient du fait de la crise du textile et du comportement de certaines personnes de la famille de le gendre de Marcel Boussac, ce qui fait que la catastrophe est arrivée, qu'il y a eu un licenciement collectif et qui a été très mal supporté par beaucoup de personnes qui, elles, avaient eu l'habitude de uniquement un seul employeur dans sa vie. Le groupe Boussac était persuadé de faire toute leur carrière chez Boussac, alors que moi j'avais eu déjà eu la difficulté d'adaptation venant de Bouchara chez Boussac, où j'étais pas forcément bien vu, en disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau qui vient tout de suite se superposer au-dessus de nouveau. Ça a été vécu très difficilement par des personnes de mon groupe. Il y a eu 2 suicides, 2 tentatives de suicide, mais dont une qui a réussi, et quelquefois des problèmes difficiles à résoudre, car il y avait des conventions collectives différentes, il n'y avait pas forcément des indemnités identiques. À l'époque, je me suis retrouvé au chômage avec 3 enfants à charge, et Monique qui commençait à avoir quand même des soucis de santé. Elle avait quand même une certaine tendance dépressive du fait d'avoir perdu cette petite fille dont elle s'était jamais complètement parfaitement remise. Et j'ai eu la chance de retrouver, mais au bout d'1 an et demi, et c'est long, 1 an et demi au chômage. Et t'avais quel âge du coup pendant cette période-là? À 45 ans, je crois, c'est ça. Et c'est parce que dans beaucoup de démarches, on me disait « Oh oui, vous êtes tout à fait l'homme de la situation, sauf qu'à votre âge, non, c'est pas possible. Vous auriez eu 25 ans. » C'était vraiment un dialogue difficile à répondre, parce qu'il est beau leur répondre, ben oui, si j'avais 25 ans, j'aurais pas l'expérience que j'ai maintenant. Mais enfin bon, c'était un peu un dialogue de sourds. Et là, en faisant en envoyant beaucoup de curriculum vitae, finalement, un jour, j'ai eu une réponse positive enfin, pas positive, mais intéressée de Vichy, des parapharmacies du groupe L'Oréal, qui, eux, avaient dans leur tête de faire à peu près la même chose, mais alors au niveau France. Mais c'était quand même à la fois, j'avais déjà l'expérience de ce genre de service, mais c'était aussi très différent parce que dans les pharmacies, les étalages, ça n'existait pas. Les étalages, c'était une pancarte ou des pancartes sur des produits comptés figure de guêpe ou des shampoings. Il n'y avait pas le drapé, par exemple, ou il n'y avait pas le produit lui-même qui était très, très attractif.
Et puis surtout la différence, les pharmaciens étaient des gens cultivés, ayant des études, des compétences médicales, mais qui s'intéressaient pas du tout à leur vitrine, qui réalisaient pas du tout l'intérêt de la vitrine, alors que dans la confection, le moindre petit marchand de costumes ou de chemises, il connaissait l'importance de sa vitrine. Et les proportions de vitrine étaient certainement souvent beaucoup plus grandes que dans les pharmacies. Dans la confection, tu ne leur mettais pas en place n'importe quoi, ils surveillaient ce que tu faisais. Dans les pharmacies, à la limite, on aurait presque pu mettre la pancarte en l'envers, ils sortaient même pas pour regarder Donc, il a fallu que... On m'a proposé, je suis rentré chez eux au mois de juin, le 6 juin, j'ai débarqué chez eux, puisque c'est l'expression que j'avais prise, puisque ça correspondait au débarquement le 6 juin, mais pas la même année. Le 6 juin, donc c'était enfin j'ai plus les précises, 46, le budget était déjà dépassé. Donc il fallait que mettre de l'ordre là-dedans et que je demande plus, parce que je voulais faire plus. Donc c'était quand même pas évident, et on m'a dit, c'était le 26 juin, jusqu'à la fin de l'année, vous réfléchissez, vous allez voir où vous voulez, pour construire votre budget. À la fin de l'année, on vous dira si vous êtes d'accord, et à ce moment-là, on fixera votre salaire. D'accord. Et alors, il fallait vraiment tout créer. Tout créer. Mais tout créer, trouver des fabriques. Et même dans l'intitulé de ma feuille de paye, c'était responsable, parce qu'on disait jamais chef, personne n'est jamais chef, on est responsable. Responsable de la logistique du merchandising. D'accord. Ça veut dire que j'étais responsable de la conception, de la fabrication, de l'acheminement, de la mise en place. C'est pas mal. Et là, il y a un moment donné, un des directeurs, c'était un nommé Rivoire, que Philippe a eu, je crois, comme un peu professeur à l'ESSEC, qui était un type sympa, massif. D'ailleurs, tout le monde disait Rivoire et Carré, tu sais, c'est la marque de pâtes, qui lui a dit, Banco, allez-y pour un an. Votre chiffre, je vais donner le chiffre, y compris de mon salaire, que tout ça englobé. Mais la grande force et la grande chance que j'ai eue, je ne sais pas pourquoi, que ce soit avec chez Bouchara, chez Boussac, j'avais obtenu de ne dépendre que du directeur général. Donc à l'intérieur de ce budget-là, si tu veux, j'avais des souplesses, tu vois, de passer d'une... Mais enfin, c'était quelque chose. Et alors pareil, autant de journées dehors. Et puis là, Monique, au point de vue santé, commençait à avoir des soucis, puisque après la perte d'une petite fille, moralement, elle était très dépressive, quoi. Et du coup, pour L'Oréal, il y avait encore plus de magasins en France, donc il y avait encore pharmacie, il y en avait 20 000. Oui, c'est donc pas il y facile. avait encore plus de... Alors, il fallait déjà... Alors ça, c'était en relation avec le commercial, quoi. Que j'en choisisse, disons, 2000, quoi. Mais en pouvant un peu moduler, c'est pas uniquement sur le chiffre d'affaires, mais l'emplacement, enfin... Mais les pharmacies, sur 20 000 en France, si on fait une assiette de distribution de 2000 en tenant compte des chiffres d'affaires, mais les proportions des vitrines seront peut-être différentes. Il y aura des vitrines en hauteur, des vitrines en longueur, des vitrines avec des fonds, pas de fonds, des pharmacies modernes, des pharmacies... J'ai découvert entre autres que, par exemple, en Alsace, le numerus clausus était pas le même qu'en France. C'était encore dans la tradition jadis de l'époque où ils appartenaient à l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pharmacies en Alsace
par un nombre identique d'habitants, mais ce qui fait qu'il y a des pharmacies qui font les plus gros chiffres d'affaires. À Strasbourg, il y a la plus grande pharmacie elle représente une maison de 6 étages, avec des vitrines comme celle du Printemps et la Lafayette. C'est pas du tout la même proportion que la pharmacie, par exemple, qui avait rue de Chartres, où il n'y avait qu'une petite pharmacie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait tout homogénéiser ou adapter Alors justement, il fallait que je trouve des matériels adaptables, parce que il a été bien évident que je pouvais pas reprendre la formule Boussac d'avoir d'avoir un service qui faisait la région parisienne, que ça représentait quand même 30% quasiment du chiffre d'affaires, et là avec des personnes, parce que il fallait que je reprenne quand même les quelques personnes qui avaient été embauchées, alors embauchées par des syndicats, des jeunes dames très sémillantes, mais qui rentraient à la pharmacie en ne posant pas « Bonjour monsieur, tenez, mettez à la pancarte, très gentil de me mettre, oui, vous en faites pas madame, pataillé. » À midi, elles étaient chez elles. Là, il fallait que je leur demande de venir à l'atelier, d'apprendre à gainer, à couper un petit morceau de bois, à gainer le tissu, de coller le truc dessus. Bref, ça, les syndicats qui étaient derrière, c'est pour eux, j'étais diminuer leur fonction, alors qu'en réalité, je les faisais progresser, leur apprenais un vrai métier, quoi. Et ce Namérivoire, justement, il avait une exposition, les réunions annuelles, où j'étais très connu, il a dit à M. Coulon, c'est la conquête de l'espace. Il avait trouvé la formule. Mais alors après, j'ai eu des bagarres avec l'usine, parce que au début, il fallait un jour par semaine que j'avais l'usine. L'usine, c'était le TACO, il n'y avait pas de ligne électrifiée sur Paris-Vichy. Le restaurant, c'était toujours le même toute l'année, le même repas le mercredi. Après, il fallait prendre l'autobus pour y aller. Rentrer le train à 7h du matin, tu sais, revenir à 2h. À l'époque, les taxis, c'était mal organisé. À minuit, il fallait bagarrer pour trouver un taxi. Par contre, là, c'était un moment très agréable de revenir le long de la Seine avec tous les monuments éclairés. C'est là qu'on voyait que la plupart des villes de province, quand je partais à 8h du soir, c'était mort, c'était éteint, quoi. Paris, à minuit, c'est encore vivant. Encore fantastique. Mais... Ouais. Puis à plus, il y avait aussi il y avait la tournée des solaires, parce que les solaires... Et alors, par exemple, ils livraient les formules, les produits solaires par lettre alphabétique. L'Ain, l'Aisne ou n'importe quoi. Le Bouches-du-Rhône, c'est l'air. Mais les Pyrénées et le Var, qui faisaient les plus gros chiffres, ils étaient livrés en dernier. Il a fallu que avec l'usine, l'informatique, se bagarrer. Enfin, j'ai fait des réformes, je ne sais pas comment je suis arrivé. Et je crois que là j'ai vraiment peut-être montré du caractère et l'héritage de mon père qui savait organiser, il avait été directeur de l'équipe de France, d'arriver à raisonner, à avoir un contact avec les gens parce que j'allais sur le terrain. Il savait que comme je me déplaçais, je me rappelle au début, j'avais entendu, tu sais, il y a des voix off, faites gaffe, un Foulon, lui, il se déplace. Parce que chez Boussac, il n'avait jamais vu quelqu'un, par exemple, sur le terrain. Mais ça te permet d'être plus proche de tout le monde de pouvoir te faire Alors entendre. le danger, c'était les journées, effectivement, le dimanche, c'était la ville théâtre, c'était la famille, quoi. Mais dans la semaine, c'était pas. T'avais des journées très chargées. C'était pas 35 heures ni 40 heures. Et surtout, en plus, si tu avais compté mes temps, je te dis, une année, j'ai fait 50 000 km en voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Paris-Lille et Paris-Strasbourg, maintenant, comme par exemple, quand ton papa, à juste raison, trouve que les péages, c'est un peu cher, mais à l'époque, qu'est-ce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des péages, parce que Paris-Strasbourg ou Paris-Lille, moi je me rappelle, un jour, il a fallu que j'aille déjeuner à Périgueux avec un gars, je suis parti à 5 ou 6 heures du matin, arrivé à Périgueux, il y avait sans autoroute, sur des routes nationales, avec des camions, des trucs, discuter à table pendant qu'on mangeait, le gars avec son livre, et ça, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer? Quand je suis rentré à 2 heures du matin... La journée avait été longue. Oui.
Et du coup, ça m'a permis de découvrir la France. C'est-à-dire qu'il y a des villes où je connaissais ou le terrain de football, ou la pharmacie, ou le produit ou la vente de chemises. Voilà. Et alors en plus de ça, toujours aussi en plus d'avoir des stands à réaliser dans certains grands magasins, des stands particuliers, et aussi des stands quelquefois à l'étranger dans des manifestations internationales. Et il fallait qu'il y ait au début, tout au moins, parce qu'après, au bout de certain nombre d'années, aller une fois par semaine dans l'usine à Vichy, où là, il faut connaître la différence qu'il y a entre une usine et des services de marketing à Paris, quoi. Donc voilà. Et puis est arrivé à un moment donné où L'Oréal a décidé de transférer toutes ces activités qui n'étaient pas particulièrement de la recherche ou de un réseau de distribution commerciale précis, de tout les transférer à des sociétés annexes. Tout ce qui était alors l'étalage, les cantines, les réseaux téléphoniques, les transports sur la région parisienne, des pharmacies journalières. Et là, j'ai eu une période de négociation difficile, car c'est ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire que dans la législation du travail, si on vous offre le même travail à moins de 50 km de votre domicile, vous êtes obligé d'accepter, sauf à être considéré comme démissionnaire sans avoir aucune indemnité. D'ailleurs, ça, c'est Jean-Charles qui m'avait indiqué tous ces détails. Là, heureusement que lui, il avait l'expérience, puisqu'il était directeur des relations humaines. Et alors, là aussi, j'ai eu un peu la chance, c'est que le directeur pour l'Europe de Vichy, avec qui j'avais sympathisé, parce que dans les réunions nationales, qu'on se voyait 5 ou 10 fois par an, on s'était aperçu qu'il était amateur de jazz comme moi et amateur de photographie comme moi. Donc, et en plus, quand il y avait les réunions ou les repas du soir où les gens restaient à boire un pot, à danser après, nous, on se retrouvait presque toujours sur le parking à prendre notre voiture pour rentrer le plus vite possible chez nous, dans notre famille, quoi. Et donc là, lui, à un niveau de discussion, il a dit non, Monsieur Foulon préfère prendre sa retraite à son âge. On peut pas l'obliger à aller chez ces personnes qui n'estiment pas, qui font pas la même qualité de travail. On peut pas lui faire ça. Donc j'ai pu là négocier un arrangement qu'on appelle, qui était beaucoup plus satisfaisant pour moi. D'abord financièrement, parce que c'était une indemnité de départ à la retraite plus importante et sans charge, quoi. C'était vraiment une indemnité brute. Et il fallait la négocier, mais ça, c'est L'Oréal qui s'en est occupé avec les services des impôts, quoi. Mais parce que la société qui reprenait, c'était des filiales de RNP qui faisaient pas du tout la même qualité de travail. Ils déposaient des pancartes sur des produits comme des piqûres de DEP ou des shampoings sans grand intérêt. C'était pas du tout les mêmes qualité de travail ni la même relation professionnelle. Bon, voilà, c'est comme ça que... Et du coup, t'es parti à la retraite à quel âge ? À 63 ans, que j'ai donc travaillé 46 ans. Enfin, travaillé... si, parce que il faut déduire que un an et demi de chômage, à un moment donné, j'avais fait comme... J'étais arrivé à la ligne de mes droits. J'avais été pendant un mois, j'avais trouvé par relation directeur de décoration florale dans les grands hôtels parisiens. Mais donc, ça m'avait donné d'accepter ce travail-là pendant un mois. Ça m'avait donné la prolongation de 6 mois des indemnités de chômage. D'accord. Voilà.
Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que tu as bien mentionné tous les points clés de ta carrière. Mais enfin, tout cela, tout au moins là, pour la première partie, parce que Monique avait repris un petit travail à mi-temps là, à l'association Notre-Dame, qui était financièrement était pas très intéressant. Humainement, oui, pour elle, mais quelquefois même les relations, nous parlaient tous les jours d'handicapés physiques et tout. Quelquefois c'était un petit peu pesant aussi, quand même. Mais enfin, j'ai pu réaliser cette carrière grâce à Monique. Du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même plusieurs fois de la chance, mais j'ai su laisser. Par exemple, chez Boussac, ma grande chance, c'est que M. Boussac interdisait les voyages en avion. Il ne voulait pas que ces cadres voyagent en avion, c'était trop risqué, patati patata. Donc c'était la voiture ou le train. Mais moi, c'était la France. Donc alors heureusement, j'ai quand même, il y a eu des périodes, les trains autocouchettes, là quand même, que j'ai utilisés. Mais, et puis j'aimais bien voyager en train. Parce que bon, travailler en première, tout ça. Donc, ce qui fait que moi, je me suis déplacé beaucoup plus que et t'aimais bien aussi le train. J'aimais bien, et ça m'a appris à connaître les gens importants. Ce qui fait que dans certaines négociations avec la direction, quand ils se posaient la question, ah oui, qu'est-ce qu'on fait ça, les maquettes, alors au début, j'avais pris l'habitude, je disais trop rien, je disais, bah oui, cette maquette-là, là, j'ai vu monsieur, parce que Monsieur Houdard à Dijon, Monsieur Gindre à Angoulême, Monsieur Ligier à Orléans. Ah bon, vous les connaissez? Oui, je sais que c'est ce qu'ils préfèrent. Ah bon, bah alors ça va, c'était pas vrai, quoi. Mais parce ça que rassurait, ouais, de savoir que tu avais les un rassurait. contact. Et puis, ils voyaient que je connaissais, donc je me rappelle les gens qui étaient au méfiant, parce que un étalagiste, pour eux, c'est de l'argent qui coûtait, c'était quelqu'un qui coûtait cher. Tandis qu'un représentant, il rapportait du fric. Par contre, ça c'est le mauvais côté du truc, j'ai certainement pas eu des salaires. Je savais par exemple que avec le nombre de personnes, j'aurais dû avoir un salaire de directeur commercial. J'avais plutôt un salaire de je sais pas, de chef de rayon. Pourtant, j'avais un très bon salaire, mais pas quand même, quoi. Par exemple, quelquefois, quand j'étais à l'étranger, j'ai reçu des magasins Globus, qui est une chaîne de magasins des Galeries Lafayette, l'équivalent, mettons, des Nouvelles Galeries en France. Il y avait le directeur commercial et le directeur de la décoration. C'était deux égalités, toi, sur le... Moi, j'avais pas le même niveau. Parce que t'as dû tout construire de A à Z sans référence. Par contre, je reconnais que je sais pas ce que c'est qu'un lundi en partant en disant merde, le boulot, j'en ai marre. Ça avait frappé. J'avais aussi bien chez Boussac que le Vichy, j'avais 2 secrétaires, c'est pour donner quand même l'ambiance du boulot le truc. Et ça, je me rappelle, ma secrétaire la dernière, elle dit, vous, monsieur Foulon, je vous ai vu venir travailler avec, je connais des tas de personnes qui seraient restées couchées pendant une semaine. Ça, parce que ça, t'étais bien aussi, t'étais heureux. C'était ma chance, quoi. J'ai fait un travail, là, ce que je fais plusieurs heures par jour depuis quelques semaines, des découpages, des collages, c'est ce que je faisais, hein. J'ai l'impression de continuer mon travail, quoi. C'est toi d'avoir des albums photos, faire un travail continu, à essayer de négocier un prix pas trop... Enfin, de ce côté-là, j'ai eu de la chance, si tu veux. Mon travail n'était pas vraiment... C'était un volume d'activité, mais c'était quelque chose qui me plaisait. Et quelque chose que je connaissais. C'est ce qui faisait ma force, quoi. Les quelques fois où on n'a jamais mis en cause ma capacité professionnelle, ni même mon sérieux. On m'a mis en cause, c'était trop gentil, trop conciliant, trop... Parce que j'avais découvert vraiment l'intérêt de la flexibilité. Quand j'avais, par exemple, des gars à l'atelier que je savais que s'ils partaient à 6 heures, ils allaient s'emmerder, ils voyageraient debout en grande banlieue, que s'ils partaient si je le laissais partir à 5h30, il avait un train relax, n'importe quoi. Mais si j'avais besoin de lui à un moment donné, je savais qu'il viendrait 1 heure plus tôt. Oui, ça va te le rendre. Mais là, j'avais des problèmes avec les gens d'autres services. Ah bah oui, mais monsieur Fourou, oui, j'avais jamais toléré qu'on pointe.
Parce que nous, c'est tous les samedis, par exemple, chez Bouchard, qu'il fallait mettre finir les vitrines pour le lundi. Je finissais à minuit. Hein. Ça m'est même arrivé de rentrer à pied, il n'y avait plus de métro. Donc tu travaillais aussi le samedi à l'époque ? Ouais. D'accord. C'était le lundi. Et alors ça, à l'époque, quand les enfants étaient petits, finalement, le lundi, c'était pas plus mal. Parce que le dimanche, c'était plus décontracté. Et nous, par exemple, de la Ville-Tertre, on pouvait revenir quelquefois le lundi, peinard, et partait le samedi avec papé et mamé. Et moi, j'arrivais le samedi soir, et nous, on pouvait rester plus longtemps à la Ville-Tertre. Et du coup, pour revenir à ta carrière, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ta carrière ? Peut-être un projet, un souvenir que tu as, et à l'inverse, le moins. Ce qui m'a rendu le plus fier, c'est que j'ai pas souvenir d'avoir dépassé mon budget et de ne pas avoir mis en place à la date prévue. De toujours avoir respecté, du coup, les deadlines. J'ai passé des dimanches et des nuits, mais j'ai toujours... Et ça, j'ai entendu Jacques Bouchard le dire, quand il y a eu la fameuse opération, je ne sais plus quelle opération, la création, si Foulon dit que ça sera prêt, ça sera prêt. Parce que nous, étalagies décorateurs, on était toujours pris pour des rigolos, quoi. Des artistes sympathiques, mais qui arrivaient en retard, qui ne tenaient pas leurs paroles, des trucs comme ça. Alors que toi, tout le monde savait que tu étais quelqu'un de parole. D'être considéré comme un docteur, comme un machin... Enfin, tu vois. T'étais carré. Ouais. Et enfin, la dernière question. Du coup, tu me parais globalement content de toute ta carrière et ça avait l'air d'être un plaisir pour toi de travailler au quotidien. Mais si jamais tu avais dû continuer tes études à 17 ans, qu'est-ce que tu aurais souhaité faire ? Si tu avais dû choisir de continuer des études? Je regrette peut-être pas tellement parce que je pense que j'aurais peut-être pas été aussi doué pour ça. J'aurais bien aimé être pianiste. Je me serais bien contenté de... Mais je pense qu'à l'époque, j'aurais voulu être pianiste de haut niveau, par exemple. Et je suis pas sûr d'avoir eu la... Et puis j'aurais eu certainement un passage difficile avant du truc. J'aurais bien aimé aussi faire des recherches fondamentales sur des médicaments ou sur des... de longue haleine, où je crois que j'aurais eu la ténacité, le truc. Mais j'aurais été certainement limité. J'ai pas du tout l'esprit mathématique. J'ai pas du tout l'esprit scientifique. D'accord. Je crois pas que j'aurais réussi. Puis j'aurais peut-être pas quand même eu Là j'ai vraiment eu le plaisir du boulot, le plaisir de créer, quoi, le plaisir de trouver l'idée, et d'avoir et le fait de ne pas être pris justement par peut-être d'avoir eu un contact. Par exemple, je me rends compte que j'ai souvent eu le rôle que les syndicats devraient avoir, à mon avis. C'est-à-dire savoir parler au patron en disant « mais vous vous rendez pas compte, le mec qui bosse là ». Et le mec qui bosse lui dire « mais il faut bien qu'ils vendent ça, il n'aurait pas de quoi te payer pour ça ». Je pense que j'avais trouvé un dialogue avec les grands patrons, que j'avais le même dialogue avec... Chez Vichy, par exemple, je m'entendais très bien avec une vieille dame qui est déléguée pure et dure CGT. On s'entendait très bien, on avait la même conception du ballet. Alors que là, avec la CFDT, c'était toutes les petites minettes avec leur eau de bouteille minérale qui étaient toujours en réunion, qui n'arrivaient jamais à avoir leur réponse. Elle, la déléguée sanitaire, elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin, de temps en temps, ça arrivait, il y avait des coups durs. J'arrivais en me disant « Oh, c'est fou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Tu vois, c'est un dialogue, quoi. Mais les syndicats, quelle bande de cons, les syndicats. Bref. Du coup, pour résumer, tu étais content de toute ta carrière et
Et t'as l'air c'est-à-dire de que l'avoir, content, c'est-à-dire si c'est vraiment une satisfaction, j'ai vraiment des réussites, j'ai vraiment des réussites qui apparaissent peut-être pas. Mais par exemple, j'ai jamais été syndiqué, j'ai jamais été dégueulasse. Tu vois, j'ai toujours respecté ma part. Je m'ai toujours fait très attention à ne pas promettre ce que je n'étais pas sûr de tenir. Bah, c'est le principal. Bon, je me suis pas cassé la gueule en voiture et j'ai certainement frôlé souvent parce que je conduisais comme un dingue. Donc Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette anecdote. Bah, Hop. Et bah du coup, notre interview s'arrête maintenant. Donc merci beaucoup Dadik de nous avoir parlé je t'en prie. de ta carrière. Merci de m'avoir écouté. Merci, à bientôt.